Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture & Co, l'émission qui donne la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les émissions en streaming sur la chaîne YouTube Oracle Event, canal Culture & Co. Nous sommes, vous le savez maintenant, tous les jours à 14 h en direct sur Facebook du lundi au vendredi. Et nous finirons la saison la semaine prochaine, vendredi prochain, et nous reprendrons notre émission à la rentrée de septembre. J'accueille aujourd'hui Monsieur Jérôme Perrault, le président du groupe Buffet et Crampon et à la fois à la tête de la chambre syndicale de la facture instrumentale, qui va évidemment nous parler de son parcours dans ces deux entités, du confinement et du déconfinement et de l'après, et des projets évidemment qu'il aura à nous proposer et nous présenter. Allez, sans plus attendre, j'accueille notre invité du jour. Bonjour Jérôme. Bonjour Mickaël. Ah, je ne vous entends pas. Ah, c'est avec un petit peu de délai. Si, ça y est, il y a un peu de décalage, c'est marrant, entre le son et l'image. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission de Culture & Co. Vous venez ici pour nous parler de deux structures, comme je le disais en présentation, à la fois le groupe Buffet Crampon et ses différentes marques, et vous nous présenterez ça plus en détail. Et puis, vous êtes également aujourd'hui à la présidence de la chambre syndicale de la facture instrumentale, dont vous nous expliquerez également les activités et son rayonnement, notamment. Allez, je vous laisse d'abord vous présenter à titre personnel, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. Donc, j'espère que le son passe bien. C'est parfait. Parfait. Je m'appelle donc Jérôme Perrault, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai démarré ma carrière dans un univers complètement différent de celui de la musique. J'ai fait des écoles d'ingénieur au départ. Après, j'ai rejoint un groupe qui fabrique des équipements automobiles, donc rien à voir avec la musique, qui s'appelle Valeo. J'ai ensuite rejoint un groupe familial allemand franco-allemand en fait, mais avec une dominante assez forte en Allemagne et une dimension assez internationale, qui fabriquait des pompes hydrauliques. Donc là aussi, on est encore éloigné de la musique, même si les pompes font parfois un petit peu de bruit. En dernière partie de carrière, avant de rejoindre Buffet Crampon, j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Arc International, qui fabrique des verres pour les arts de la table, et qui a des marques qui sont peut-être un peu dans les têtes, comme Cristal d'Arc, Arcoroc, Luminarc, et qui est un des leaders mondiaux de la facture des arts de la table, en particulier dans le verre. Et je m'occupais de recherche, développement et de toute la partie opération et industrie de cette entité. Donc, c'est un groupe qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui est basé en France, dans le nord de la France. Et donc, j'ai rejoint le groupe Buffet Crampon en 2014, donc à peu près il y a 6 ans maintenant. J'y suis depuis cette date-là. D'accord. Alors, joli parcours. J'ai déjà des choses à dire avec ce que vous nous avez annoncé. Ceci dit, quand même, la question de l'arrivée sur le groupe Buffet Crampon, c'était quoi? Une rencontre, une opportunité avec votre parcours, vous dites pourquoi pas la musique? Enfin voilà, quelle a été la transition et les conditions de votre arrivée au sein de ce groupe? Bon, comme toujours, c'est un peu le hasard, un peu les rencontres. Ce qui faisait du sens, enfin, pour moi déjà, c'était la beauté de la société, la qualité de ses instruments, toute la passion qu'il y a autour de Buffet Crampon, de ses marques, de ses musiciens. On ne peut avoir que le coup de foudre en termes de motivation pour moi
pour rejoindre cette entité qui est presque bicentenaire maintenant, donc créée en 1825. Hein. Donc, je suis très honoré de participer à la suite de cette histoire. Mais il y avait dans le contenu je dirais de l'entreprise des dimensions que j'avais eu l'expérience de faire, une activité très internationale avec une partie industrielle et une partie de marque très, très développée, un peu comme chez Crystal Dark par exemple, où il y avait beaucoup de similarités dans mon expérience, et notamment il y avait un point particulier également, c'est la dualité franco-allemande, puisque le buffet Crampon avait, au moment où je suis arrivé, racheté récemment 2 entreprises en Allemagne, et il y avait besoin de pouvoir coordonner le travail entre les Français et les Allemands, et c'est ce que j'avais fait pendant 12 ans dans l'entreprise allemande familiale que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, connaissant bien le mode de fonctionnement, je dirais, de nos cousins germaniques, c'était un des éléments aussi importants pour la société et pour moi de trouver cette opportunité. Alors, d'accord. Vous m'avez dit être ingénieur de formation. Oui. C'est ça. À la fois avec cette information-là et le fait que vous ayez travaillé dans des structures, je dirais, qui nécessitent une vraie compétence technique en termes de fabrication. Ce sont, à mon avis, 2 éléments qui montrent que, aussi, dans la fabrication d'instruments de qualité, il y a aussi un vrai savoir-faire français, pour revenir et parler de Buffet Crampon notamment, et que ma question était, est-ce que votre parcours et votre formation initiale vous servent encore aujourd'hui, même si vous êtes, j'imagine, bien axé sur de la gestion, sur cette compétence technique que vous avez d'ingénierie dans le cadre de la fabrication des instruments? Oui, c'est un des éléments essentiels de compréhension du business, c'est vraiment de partir de la fabrication. En fait, chez Buffet, on fait aussi, il y a un mix de machines automatisées, de machines à commande numérique qui travaillent sur peut-être les premières étapes du process, le tournage du bois, le pointage, où là, on a besoin d'avoir beaucoup de précision et où cette opération peut être automatisée avec comme bénéfice la qualité qui en résulte, mais également cette organisation après humaine basée sur des savoir-faire plus manuels et la combinaison des deux fait que ça rend la chose un peu complexe et rentre exactement dans ce que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire d'un côté, vous savez, je ne sais pas si vous avez visité une usine de fabrication de verre, mais c'est très automatisé. Ce sont des grosses installations avec beaucoup de machines et d'automatisme. Et d'un autre côté, l'assemblage des pompes hydrauliques, où là, en revanche, on va tomber, ou même dans l'automobile, où il y a encore beaucoup de travail manuel, avec un niveau de savoir-faire qui est nettement inférieur à celui qu'on peut retrouver chez Buffet, mais avec quand même cette dualité d'organisation et cette nécessité, je dirais, d'être parfaitement cadré sur les 2 aspects. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai investi toute ma carrière professionnelle. Et chez Buffet, bien entendu, c'est un élément essentiel. Il n'y a pas que la fabrication qui est essentielle chez Buffet, mais le savoir-faire, la qualité, l'attention à la qualité que là, j'ai plutôt appris dans l'automobile chez Valeo, où là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Retrouver ces exigences de qualité dans la fabrication chez Buffet, c'est des choses qui sont, à mon avis, fondamentales. Oui, d'accord. Donc, évidemment, il y a d'autres aspects dans le cadre de l'activité Buffet Crampon, mais évidemment, voilà, ce savoir-faire technique, qualitatif, est une partie intégrante, évidemment, de l'activité de fabrication d'instruments, et qui a donc jalonné, votre parcours, on va dire. Donc, c'était justifié. Enfin, voilà, on fait bien le lien entre les deux, entre votre parcours et la qualité de fabrication qu'on retrouve dans ce groupe. Alors, parlez-moi maintenant du groupe Buffet Crampon. Ça représente aujourd'hui combien de personnes en termes de locaux, de surface? Voilà, décrivez-moi le groupe de façon générale. Alors, le groupe Buffet Crampon, maintenant, alors bon, cette année, c'est un peu compliqué pour parler du niveau de chiffre d'affaires de cette année, mais l'année dernière faisait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif d'environ 1000 personnes. Donc, ce qui représente un effectif assez important pour ce niveau de chiffre d'affaires.
parce qu'il y a beaucoup de travail manuel, comme je l'ai indiqué, d'un côté. Au niveau de la production, on a beaucoup de travail manuel, beaucoup de savoir-faire individuel qui sont mis en œuvre. Et d'un autre côté, on a une présence géographique sur l'ensemble des pays avec des commerciaux dans tous les pays du monde. Ce qui veut dire que là aussi, il faut visiter tous les magasins et donc ça demande des ressources commerciales et marketing assez importantes. Parce qu'on ne travaille pas à travers la distribution, comme d'autres sociétés peuvent parfois le faire. Nous, on travaille, on a nos filiales aux États-Unis, nos filiales au Japon, nos filiales en Chine, en Allemagne. Dans tous les pays, on est présent commercialement et on a une force commerciale qui permet de communiquer, de travailler directement avec chaque magasin d'instruments. Par exemple, de Rome, ou pour prendre l'exemple de Paris, mais dans tous les pays du monde, on est directement en contact avec les magasins d'instruments. Donc, on fait 100 millions de chiffre d'affaires, 1000 personnes. Notre périmètre de famille de produits sont tous les instruments à vent, principalement évidemment les bois et les cuivres. Une répartition, je dirais, qui est encore plus axée sur les bois, avec notre instrument historique qui est la clarinette, qui est vraiment notre best-seller et l'instrument sur lequel on a, je dirais, une présence très forte et partout dans le monde. Et donc, mais autour de la clarinette, les hautbois, les bassons, les fagottes, les saxophones. On a fait des acquisitions également dans d'autres domaines que les bois. Alors, de manière un peu plus ancienne, les cuivres, avec la marque Antoine Courtois, par exemple, les trombones et les trompettes. Mais également des marques plutôt d'origine allemande sur les autres types d'instruments comme les euphoniums, les tubas, on va dire, les cordes d'harmonie, les trompettes, etc. Donc, une gamme assez large d'instruments dans les vents, avec la dernière acquisition en termes de marque, qui est la marque Powell, une marque de flûte traversière basée à Boston, et qui est la dernière, je dirais, enfin, peut-être la dernière, parce qu'on a eu deux autres petites acquisitions en 2019, qui sont la marque Riguta dans les hautbois et la marque Parmenon également dans les flûtes, pour compléter notre dispositif. Donc, un dispositif assez large en termes de produits dans les vents, positionné plutôt sur les instruments professionnels que sur les instruments d'études, mais on fait également des instruments d'études. Et avec une répartition géographique de ces 1000 personnes, le cœur, le poumon est en France, à Mantes-la-Ville, là d'où je vous parle actuellement, où on est dans un studio d'essai, mais avec une partie importante en Allemagne, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a à peu près 400 personnes en Allemagne, on doit avoir 250 en France, et puis maintenant, aux États-Unis, une usine à côté de Boston, enfin des ateliers de fabrication de flûtes, et depuis maintenant quelques années, des ateliers également de fabrication en Chine pour les instruments de démarrage, d'études, qui viennent compléter notre gamme, je dirais, par le bas en termes de positionnement. D'accord. Donc voilà notre dispositif, du personnel important, un peu sur tous les continents, mais avec la France, l'Allemagne, la Chine, le Japon et les États-Unis comme étant des lieux principaux. D'accord. Cette stratégie de développement à travers le rachat de marques fait partie, donc je dirais, de la stratégie interne du groupe, c'est de se développer de cette façon. Ça fait partie de la stratégie. La stratégie ne se résume pas à cela, puisqu'on fait aussi de la croissance qu'on appelle organique, c'est-à-dire qu'on essaie de se développer sur des marchés en croissance ou sur des segments sur lesquels on a des parts de marché qui sont améliorables, ou de croître même sur des segments sur lesquels on est déjà très présent, de développer des produits complémentaires pour élargir l'offre et faire grossir la valeur du segment en question. Oui, mais effectivement, le rachat de marque fait partie de notre stratégie, puisqu'on se rend compte que le marché de la musique et de l'instrument, en particulier au niveau des professionnels, est quand même assez, je peux dire conservateur, mais les musiciens sont assez attachés à leur marque. Et pour avoir la crédibilité de proposer quelque chose, c'est bien de s'inscrire dans une mouvance de marque qui existe, qui est reconnue. Et de cette marque-là, on peut continuer à développer et à créer des synergies avec les autres familles d'instruments et les autres dimensions du groupe. D'accord. Alors maintenant, parlons instruments.
plus spécifiquement. Aujourd'hui, avec toutes les marques, les 12 marques, si je ne m'abuse, que vous représentez, vous fabriquez combien de types d'instruments différents? Est-ce que vous savez? Je sais que ça fait beaucoup, mais… Vous voulez dire combien de nombre de références ou combien de types de familles? De familles de produits, on va dire saxophone, clarinette, hautbois. Ouais, on doit avoir une. De toute façon, c'est pas. Je vais faire une réponse un peu simpliste. C'est-à-dire qu'on a à peu près une marque par type d'instrument. Donc, on a 12 marques, on a à peu près 12 familles d'instruments. C'est pas tout à fait exact. Ouais, mais enfin. Il y a des marques qui ont plusieurs instruments, et puis après. Mais globalement, c'est entre 10 et 15 familles d'instruments. Si on part de la flûte piccolo jusqu'au tuba, en passant par la clarinette, le hautbois, on a une quinzaine de grosses familles d'instruments. Si après on détaille davantage, on va trouver des sous-familles. Entre les clarinettes et les clarinettes d'études, ça pourrait être des familles différentes, mais globalement, si on regarde vraiment la typologie d'instruments, je dirais une quinzaine d'instruments. Alors, vu les nombreuses, je veux dire, familles d'instruments que vous produisez et commercialisez, peut-être me ferez-vous une réponse multiple, mais vous vous positionnez comment en termes de gamme? Est-ce que vous êtes du haut de gamme, moyenne gamme, ou on va appeler ça les instruments d'études, comme vous l'avez dit, qui sont des fois voilà, des premiers prix pour permettre aux débutants de commencer à connaître et découvrir l'instrument? Alors, il y a là d'où on vient et il y a là où on est aujourd'hui et là où on veut aller. Donc, d'où l'on vient, c'est clairement la gamme professionnelle, le haut de gamme. Historiquement, les marques qu'on a rachetées sont des marques très qualitatives et qui adressent vraiment les musiciens d'orchestre, les solistes, tout ce qui concerne la profession de musicien. Avec évidemment tous ceux qui sont dans le parcours d'apprentissage pour devenir professionnels. Les étudiants avancés de conservatoire font partie de ce type de musiciens. Donc, on vient de là, mais on développe progressivement des gammes dites intermédiaires et les gammes d'études. Donc, aujourd'hui, on a en volume de fabrication, en nombre d'instruments fabriqués, autant d'instruments d'études que d'instruments professionnels. Mais évidemment, en termes de part de marché, de positionnement, les instruments d'études, on est moins représentés sur le marché puisque le marché est beaucoup plus vaste en termes d'unités. Mais notre approche est d'utiliser les marques professionnelles pour proposer, y compris à ceux qui démarrent, des instruments dont certains éléments vont se retrouver sur la gamme professionnelle, mais à des prix plus compétitifs et avec des facilités de jeu qui sont améliorées. Donc, on cherche à transmettre la signature acoustique de notre haut de gamme vers l'instrument d'étude et en proposant des prix adaptés. C'est ce pourquoi on a dû nous développer en Chine pour avoir des ateliers qui sont à nous, dans lesquels on développe nos instruments à partir de nos concepts acoustiques français, allemands, américains, mais qui sont ensuite fabriqués pour les opérations qui le permettent, de manière plus concurrentielle, enfin qui permettent en tout cas à l'arrivée d'offrir des prix accessibles à ceux qui démarrent la musique. Alors, peut-être aussi, je ne sais pas, un peu de transparence, le fait d'aller travailler en Chine, est-ce cette volonté, comme vous venez de le dire, d'avoir des produits concurrentiels? Il y a aussi une notion de marché. J'imagine que le marché chinois est quand même conséquent. Bien sûr. Bien sûr. On s'est d'abord installé en Chine pour vendre nos produits. C'est-à-dire qu'on a créé une filiale en 2015. Moi, je suis arrivé en juillet 2014. Et donc, on a créé la filiale de distribution à Pékin en janvier 2015 pour commercialiser nos produits. Alors, on avait déjà une présence via un distributeur en Chine, mais le marché chinois étant tellement important qu'on ne pouvait pas laisser un marché stratégique comme le marché chinois dans les mains d'un tiers. Donc, c'est pour ça qu'on s'est installé en Chine et depuis ce moment-là, on fait des croissances, je dirais, à 2 chiffres sur le marché chinois. On se développe de manière rapide et considérable, mais en ayant d'abord un marché de produits importés, fabriqués en France, fabriqués en Allemagne, fabriqués aux États-Unis. C'est d'abord ça qui est demandé par le marché chinois, même si aujourd'hui, on vient compléter avec nos gammes fabriquées localement pour vendre également sur le marché chinois. Je m'arrête sur cette notion d'image d'instruments fabriqués en France. Elle a toujours une aussi belle image?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le fabriqué en France, le Made in France est très important. Euh, je vais peut-être être même un peu plus spécifique. Enfin, le Made in France est très important, mais ce qui est le plus encore important, c'est le Made in Mantes, c'est-à-dire le fabriqué dans les ateliers de Mantes-la-Ville, chez Buffet-Crampon, avec le savoir-faire qui date de 1850, la transmission du savoir-faire de génération en génération, tout l'écosystème qui est autour des ateliers de Mantes, avec la visite permanente de nos essayeurs qui viennent renforcer la qualité, développer des instruments, donner des conseils. C'est tout ça qui fait cet écosystème qui fait qu'aujourd'hui, on a tous les jours, dans ces studios ici d'où je vous parle, des musiciens qui viennent du monde entier pour essayer leurs instruments, pour discuter avec nos luthiers, pour trouver les solutions qui leur conviennent les mieux. Il n'y a pas évidemment que ici qu'on vend des instruments, ça serait un peu compliqué, mais la destination Mantes, pour au moins les clarinettistes et certains oboïstes, est une destination extrêmement prisée, puisque Mantes fabrique principalement les clarinettes. Alors, on a parlé de fabrication française. En revanche, en termes d'approvisionnement et de matières premières, est-ce que vous arrivez à trouver tout ce dont vous avez besoin sur le territoire français, ou est-ce que vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs vos matières premières? Alors ça, c'est assez simple, parce que pour faire une clarinette, qu'est-ce qu'on achète? On achète des carrelets de bois, donc on achète des cubes en bois, et on achète des feuilles de métal. Donc, les feuilles de métal, ça, on les trouve en France ou en Europe proche, on va dire. C'est des choses assez faciles à trouver localement. En revanche, le bois que l'on achète, c'est un bois très spécial qui n'est élevé que dans une partie du monde. Le nom scientifique, c'est du Dalbergia melanoxylon, qui est ce qu'on appelle l'ébène du Mozambique ou de la grenadilla. Enfin, il y a plusieurs noms, je dirais, communs, mais le nom scientifique est le Dalbergia melanoxylon. Et ce Dalbergia melanoxylon est élevé dans deux pays au monde, qui sont proches d'ailleurs, c'est la Tanzanie et le Mozambique. Donc, c'est vraiment là d'où viennent nos matières premières. Et c'est là-dessus c'est sur ces pays-là que l'on s'approvisionne quasiment exclusivement. Donc, le bois vient de ces pays-là, et les feuilles de métal, que ce soit du mâchor, du cuivre, enfin du laiton, ou des tiges métal, elles sont en général approvisionnées localement. D'accord. Après, on parlera de musique et de musiciens. Une dernière question sur cette notion-là. Le fait d'être approvisionné uniquement dans deux pays, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, il y a effectivement un risque. Il y a un risque qui existe de manière assez claire. Ce risque a été un peu renforcé. Enfin, il y a un risque. Il a été renforcé. La CITES, que vous connaissez peut-être, qui est un organisme international qui vise à la préservation de la faune et de la flore, a classé il y a maintenant 4 ans en annexe 2 justement l'ensemble de la famille des Dalbergia. Alors, ça veut dire quoi de l'annexe 2? Ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser évidemment le bois. En revanche, chaque passage de frontière doit être encadré par un permis d'exportation et un permis d'importation. C'est-à-dire qu'il y a une régulation qui a été mise en place pour contrôler le fait que le commerce mondial ne détruise pas les forêts correspondant aux Dalbergia. Alors, Dalbergia, ça couvre plein d'essences différentes, dont la nôtre. Et pourquoi ils ont mis en place cette mesure-là? Parce que l'ameublement, et en particulier l'ameublement chinois, était en train de détruire certaines forêts en Afrique, en Madagascar, en Amazonie et dans d'autres régions du monde. Donc, ils ont voulu contrôler ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé embarqué dans cette mécanique de régulation, ce qui nous a d'un côté mis beaucoup de contraintes, et on en parlera peut-être à travers la CSFI, comment on a réagi sur le sujet, mais aussi qui nous a d'un certain côté préservé, puisque à limiter l'utilisation extensive de ces bois pour d'autres secteurs que le nôtre, qui était un secteur relativement peu consommateur à l'échelle des forêts qui existent. Donc le danger, après, le danger de raréfaction de la matière n'existe plus vraiment. Il y a eu des questions pour l'accessibilité et la réglementation sur le bois, mais qui sont maintenant derrière nous. Maintenant, il reste toujours des risques éventuellement politiques
si ces pays-là connaissent des crises. Bon, pour l'instant, je dirais que vu notre cycle de consommation avec des temps de séchage très longs, de plusieurs années, on a des stocks à la fois chez nous et chez nos fournisseurs assez importants. Donc, je dirais que si quelque chose arrivait, on aurait quand même du temps pour se retourner. Mais bon, néanmoins, vous avez raison, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et on est toujours en alerte pour sécuriser cet aspect-là et travailler éventuellement sur d'autres espèces de bois pour trouver des solutions. Mais ça prend évidemment du temps et c'est un travail qu'on fait en parallèle pour trouver des solutions dans le cas où des problèmes arrivent. Pouvez-vous nous citer un ou deux exemples de temps nécessaire entre de fabrication pour un ou deux instruments de votre choix dans toute la gamme que vous proposez? Vous avez parlé de temps de séchage, de bois que vous utilisez, puis après évidemment de fabrication. Ça représente un délai de fabrication total qui avoisine quelle durée? Alors, tout dépend de quel top départ on prend. Et puis, tout dépend. Après, l'industrie en général travaille en ayant des temps de séchage de 3 à 4 ans avant de démarrer la fabrication du bois. Nous, on a des temps de séchage qui sont plus courts, puisqu'on a mis en place un processus un peu différent qui nous permet de diminuer ce temps de séchage avec une imprégnation, un séchage accéléré dans un four, une imprégnation d'huile, et après un temps de relaxation qui globalement va gérer entre le moment où le carrelet de bois rentre dans notre usine pour les clarinettes et il en sort, il faut compter en gros une année de travail. Mais évidemment, le temps de travail sur chaque instrument est beaucoup inférieur à un an. Le temps de travail est de quelques heures ou quelques dizaines d'heures, mais ça s'arrête là. Et le lead time d'écoulement du produit peut aller jusqu'à un an. Alors sur certaines familles, comme le basson par exemple, ou le hautbois, on n'a pas ce processus intermédiaire, ce qui fait que les carrelets de bois, eux, attendent plusieurs années avant d'être finis. D'accord. Ok. Bon, donc beaucoup de choses à dire. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, évidemment, c'est tous ces process de fabrication, surtout au vu de la gamme d'instruments que vous proposez. Allez, je vais revenir sur votre parcours pour faire le lien avec la chambre syndicale. Depuis quand êtes-vous à la présidence de la chambre syndicale de la facture instrumentale? Alors, je suis arrivé, moi, donc chez Buffet en juillet 2014, comme je l'ai indiqué. Et donc, après, j'ai rejoint immédiatement la chambre syndicale en tant que vice-président, puisque le président de Buffet Crampon était vice-président de la chambre syndicale. Et à l'époque, c'était Patrick Selmer qui était président de la CSFI. Mais il était à la retraite déjà depuis quelque temps et il n'exerçait plus que les fonctions de président de la CSFI. Et il ambitionnait de passer la main. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé de prendre sa suite. Donc, moi, j'arrivais un peu dans le métier. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire. Et certes, je voyais ça d'un côté assez attrayant, mais d'un autre côté, des agendas déjà assez chargés me questionnaient sur ma capacité à faire les deux. Mais finalement, donc, ça s'est fait assez vite. Donc, en 2015, j'ai rejoint la CSFI en tant que président. Et depuis donc cette date-là, je travaille au sein de la CSFI en tant que président. Bon, il faut avoir en tête que la CSFI, c'est très collégial, c'est une œuvre collective. Il y a un bureau où chacun participe de manière assez égale. Il faut un président, il faut des vice-présidents, etc. Bon, c'est important d'avoir des statuts et des gens qui les représentent, mais c'est vraiment une œuvre collective. Et le travail depuis cette année 2015 a été extrêmement dense. Je ne m'attendais absolument pas à la densité et à l'activité qu'on allait avoir et qui a été, entre autres, provoquée par ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire le classement dans l'annexe 2 d'Albergia par la CITES, qui a généré une mobilisation de tous les facteurs d'instruments français d'abord, mais ensuite européens, puis à travers le monde, pour travailler sur ces sujets-là, de manière à véritablement optimiser
la mesure et faire évoluer la CITES vers une régulation plus acceptable pour les facteurs d'instruments qui étaient, entre guillemets, pour rien dans le dévastement des forêts. Et donc là, il y a eu 2-3 ans extrêmement actifs avec des travaux en commun avec la CAFIM au niveau européen, avec le BDMA en Allemagne, BDMH en Allemagne, puis le NAM aux États-Unis, l'association également japonaise des faiseurs d'instruments, enfin des facteurs d'instruments, et également des contacts assez étroits avec l'équivalent en Chine pour peser, expliquer d'abord à nos politiques, puis à la CITES ce qui était un peu abusif dans les mesures qu'ils avaient prises à l'encontre de ce bois en ce qui concernait les instruments de musique. Et au bout de 3 ans de travail en commission de la CITES, on a obtenu le retrait, enfin un aménagement pour exclure de la régulation les instruments de musique une fois qu'ils étaient sous forme d'instruments finis. C'est-à-dire qu'on a conservé la régulation sur les carrelets de bois, parce que ça, on est tous conscients qu'il faut préserver je dirais, les forêts et limiter la coupe des bois. En revanche, dès qu'il s'agit d'instruments finis, il n'y a plus de raison de mettre le même niveau de contrainte, et donc c'est ce qu'on a réussi à obtenir grâce à nos amis européens, américains et japonais vis-à-vis de la CITES. Et la CSFI a été une des chevilles ouvrières de cette coalition internationale, a même été reconnue en tant que telle dans de nombreux échanges. Alors, j'entends le poids de la CSFI. Alors, j'imagine évidemment avec l'ensemble de vos adhérents sur le territoire national, mais déjà avec ce que vous me dites, j'entends un rayonnement international et des collaborations, donc déjà dans le cadre de ce que vous venez d'expliquer. Alors, présentez-moi un peu cette chambre syndicale. Combien d'adhérents aujourd'hui? Alors, on a une cinquantaine d'adhérents, un petit peu moins, ça dépend un peu des années, mais là, on doit être un petit peu moins de 50 adhérents. La chambre syndicale, comme des facteurs d'instruments, donc représente toutes les entreprises qui sont liées à la facture instrumentale. Donc, ça concerne évidemment les facteurs français, mais également potentiellement les magasins d'instruments de musique et les revendeurs. Ça intègre également les distributeurs d'instruments de musique, comme une société comme Algam, par exemple, qui est représentée au sein de la CSFI. Ça peut représenter également les filiales de groupes étrangers qui sont présents en France et qui sont partie prenante dans la distribution et la vente d'instruments de musique. Par exemple, il y a la filiale de Steinway qui en fait partie. Il y a évidemment la filiale de Yamaha qui en fait partie, mais c'est multi-types d'entreprises avec le cœur quand même étant les facteurs français qui se regroupent sous plusieurs grandes catégories. Il y a les petits luthiers, mais qui sont plutôt représentés par l'intermédiaire de leur association. Là, on parle de la LATFI, de la PLG, des choses comme ça, pour les luthiers du quatuor ou des luthiers guitare. Ou alors directement représentés quand il s'agit d'entreprises plus grandes, comme Buffet Crampon, bien sûr, mais Selmer, Marigot, Loré, et Vendoren, toutes les sociétés, Savarez, par exemple, qui sont des sociétés également assez actives dans le panorama de la facture instrumentale et de la CSFI. D'accord. Alors, quels sont les avantages, je vais dire ça comme ça, à une structure de venir adhérer à votre chambre syndicale? Alors, même si j'ai bien compris déjà les quelques éléments que vous nous avez donnés, voilà, un adhérent, quelqu'un dit tiens, je vais lancer, pourquoi pas, je ne sais pas, une manufacture ou une partie d'un instrument, bref, une nouvelle structure veut adhérer à la chambre syndicale. Qu'est-ce que vous lui apportez? Alors, on lui apporte déjà un certain nombre, un accès à tous les travaux que l'on fait, que ce soit par exemple sur la CITES, toutes les démarches qui ont eu lieu au moment de la CITES, c'est quand même assez compliqué quand vous êtes une petite structure dans un coin de la France, savoir exactement ce qui s'y passe, c'est pas si simple. C'est des organisations internationales, c'est des décrets, enfin, ça demande du temps, ça demande un peu d'expertise, de compréhension, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et quelle est l'évolution, comment ça va. Donc on donne déjà, on informe des travaux
sur les grands chantiers. Là, en particulier dans le Covid, il y avait de nombreux sujets dans lesquels on a pu, je dirais, renseigner tous les adhérents à la fois des règlements ou des mesures d'aide possibles, mais aussi des travaux que nous, on faisait sur la préservation, de la désinfection des instruments, enfin, on y reviendra sans doute. Donc, c'est accès à tous les travaux que l'on fait, avoir donc des informations, mais aussi on travaille, on a une organisation sous forme de commission, mais on donne aussi l'accès aux commissions. Donc, il y a des commissions événements en France, il y a des commissions fabricants français, des commissions communication, économique, où les gens peuvent, où les membres peuvent soit participer et être membre actif des commissions et faire avancer des sujets qui les concernent, nous poser des questions sur certains sujets et à ce moment-là, on les prend, si on considère que ce sont des questions qui sont, je dirais, à portée collective, on les prend et on essaie de travailler dessus. On a, par exemple, dans le cadre de la réflexion sur la CITES, on a été alerté par les pianos et l'ivoire, l'utilisation de l'ivoire dans les instruments de musique, dans les archets, dans les pianos. Et donc là, on a été, je dirais, saisi un peu par quelques adhérents qui voyaient d'un œil un peu contrarié la réglementation, un décret d'application en France qui a été mis en place relativement récemment. Donc là, on est intervenu et on a mis en place des avocats pour défendre le point de vue et les enjeux économiques qui étaient liés à ce type de choses. Donc il y a un tas d'actions comme ça qui sont soit suscitées par des questions des adhérents, soit qui sont générées par le contexte général et qui font évidemment, qui fait évidemment l'objet de préoccupations par les membres actifs et qui les prennent en charge et qui travaillent aussi pour le bien du collectif, de l'ensemble des facteurs d'instruments. D'accord. Alors, avant de revenir sur notamment, j'imagine, les solutions et les thématiques que vous avez dû aborder au sein de la CSFI avec le confinement que l'on a tous connu, pour faire une petite transition entre cette première partie et cette partie qui concernera le confinement, comme pour ceux qui nous suivent, ils le savent, il y a toujours une petite transition avant d'arriver à la partie 2, c'est la question d'Oscar. Alors, Oscar et Ciboulette n'ont pas pu intervenir en direct, mais ils ont quand même souhaité enregistrer la question qu'ils ont souhaité poser à Jérôme. Donc, je vous donne la question, Jérôme, et je vous laisserai y répondre. Du foot Buffet Crampon avec toutes les marques représentées. Allez, je vous écoute. Alors, j'ai absolument pas entendu la question. J'avais pas de son. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Je vais vous la retranscrire en essayant de la résumer. Vos fonctions à la fois au sein du groupe Buffet Crampon, votre présence comme président au sein de la chambre syndicale de facture instrumentale vous prennent, j'imagine, beaucoup de temps. Vous n'êtes pas aux 35 heures. Comment vous arrivez à organiser votre agenda entre ces deux belles structures et avez-vous du temps de libre pour vous et comment vous arrivez à gérer tout ça? C'est effectivement une bonne question. Les plages horaires sont effectivement très, très, très remplies, d'autant plus que Buffet, entre les États-Unis et le Japon, en passant par la France, vous avez des horaires qui sont assez étendus. On démarre avec le Japon à 8 heures du matin, on finit avec les US en général vers 19 heures et comme ça, on arrive un peu à travailler avec tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est très consommateur de temps. Heureusement, on a
un peu avant l'heure du confinement, utilisé de manière assez intensive les visioconférences, ce qui nous permet quand même de travailler à distance et avec des horaires un peu souples. Et parfois, on arrive à travailler, même quand on est un peu en déplacement, à participer à ces visioconférences. Donc, l'outil digital est un outil très, très utile. On l'a vu, on l'a surutilisé pendant le confinement, y compris même entre nous en France, mais c'est un outil qu'on utilisait déjà de manière large à l'étranger, et, enfin, pour communiquer avec nos filiales étrangères. Donc voilà, donc le digital, mais c'est vrai, beaucoup de temps passé. Et quand on a un peu de temps libre, en général, on va au concert le soir pour écouter des musiciens et accompagner ce qu'on aime. Donc, bon, on vit vraiment à 100%, y compris parfois le week-end, le sujet. Mais je dirais que quand on a la chance de travailler dans le secteur musical avec cette passion, on confond presque loisir et travail. Enfin, évidemment, il y a des choses qui sont un peu plus rébarbatives dans le travail que du loisir pur, mais la dimension artistique, musicale, fait que le temps passé passe très bien. C'est sûr que pour rebondir sur ce que vous dites, Valeo ou Crystal Dark, ne vous, j'imagine, proposez pas de divertissement proche de votre activité professionnelle. Enfin, bon, il y a des possibilités, mais voilà, celle-là. Il y avait un peu d'œnologie chez Crystal Dark. On arrivait à faire des choses, mais c'était beaucoup plus réduit. Bon, d'accord. Ok. Donc, cette question d'Oscar est la transition habituelle pour parler maintenant du confinement. Et j'aimerais savoir, alors déjà au sein du groupe Buffet Crampon, comment avez-vous vécu l'annonce soudaine du confinement face au Covid et quelles ont été vos réactions dans les différentes entités que gère le groupe Buffet Crampon? Alors nous, on a eu la chance, entre guillemets, de voir venir un peu la vague, puisqu'on avait notre entité en Chine, qui, dès le mois de janvier, fin janvier, début février, a connu ce confinement. Et donc, on était, comme on est en perfusion avec eux, on a tout de suite vu ce qui se passait, quelles étaient les conséquences, à la fois opérationnelles pour nos entités, mais aussi sur le marché et puis pour la vie de tous les jours. Et donc, on a vu venir des choses avec les différentes conséquences qui arrivaient. Donc, assez vite, on a compris que, au moment où on a commencé à comprendre que ça allait arriver en Europe, on a commencé à anticiper la chose. Et donc, on a pu s'organiser, je dirais, sans retard par rapport aux annonces qui ont été faites de confinement, notamment en France, où on avait d'ores et déjà pris les décisions la semaine d'avant de ce qu'allait se passer. Et on s'était organisé déjà pour pouvoir passer cette mauvaise situation. Donc, se préparer, c'est bien, mais ça ne suffit pas quand même à passer l'orage. Donc, on a mis, comme toutes les sociétés, quasiment instantanément l'ensemble des ateliers en chômage partiel, que ce soit en France ou en Allemagne. On a donc organisé le télétravail pour ceux qui avaient à travailler pendant la période, puisqu'une grande partie du personnel n'avait plus de travail à faire, étant donné qu'il n'y avait plus de marché, qu'il n'y avait plus de vente. Les magasins de nos clients étaient fermés, les musiciens ne pouvaient pas jouer, donc il n'y avait plus aucune activité possible sur tout ce qui est notre marché et, et les gens avec qui on travaille. Donc, une grande partie des employés se retrouvaient, je dirais, chez eux en chômage partiel. Néanmoins, il a fallu quand même travailler sur un certain nombre de choses, de sécurisation des éléments financiers, la trésorerie, organiser ce chômage partiel et puis commencer à réfléchir à la sortie et à l'organisation de fin de crise. Et donc ça a mobilisé une partie du management qui a travaillé, elle, plutôt plus que d'habitude, et avec une utilisation assez intensive des visioconférences comme beaucoup. Donc ça a été une phase assez atypique, hein, comme tout le monde. On a mis en place, par exemple, des réunions quotidiennes, des visioconférences quotidiennes avec l'ensemble du comité de direction pour se voir tous les jours à midi pendant 1 heure pour adresser tous les sujets qui se passaient, de manière à être réactif
à comprendre quelles étaient les évolutions je dirais des mesures prises à la fois par le gouvernement et puis par les autres entités pour s'adapter en permanence et essayer de naviguer dans cette situation très, très particulière. Donc voilà, donc une activité assez… Bon, évidemment, là, on a arrêté les ateliers, on a continué un peu notre activité de vente, puisque comme on vend dans le monde entier, les zones géographiques ne se sont pas toutes arrêtées en même temps. On vend, le chiffre d'affaires de Buffet Crampon en France, c'est 5%. Donc, il y a 95% qui est vendu à l'étranger. Oui. Donc, évidemment, au Japon, le Japon a poursuivi pendant un certain temps, donc on continuait d'expédier des produits qui étaient déjà fabriqués au Japon. Les Américains n'avaient pas encore arrêté quand l'Europe s'est mise à l'arrêt. Et puis après, bon, il y a eu un peu un jeu de vagues comme ça par région qui nous forçait à maintenir une activité de logistique, d'expédition ouverte, avec une veille pour les clients qui restaient ouverts. Mais l'ensemble des opérations autres que celle-là étaient à l'arrêt. D'accord. Donc ça, c'était fait. Et puis, évidemment, dans les pays, ça a fonctionné en fonction des confinements dans les différents pays. Respectifs à chaque pays et des calendriers à chaque fois qui étaient les leurs. Bon, ok. Alors, ceci dit, je rebondis sur une chose que vous avez dite. Vous avez vu venir, de par une présence à l'international, les conséquences pour une structure, pour une société comme la vôtre. Et ça veut dire que vous avez anticipé, vous avez mis des choses en place avant le confinement. Je ne sais pas, des gestes barrières, pour être concret, du gel, les masques, les protections de vos salariés. Vous aviez anticipé ce genre de choses ou pas forcément? On l'a fait. Alors, on n'avait pas mis les gestes barrières comme on les a mis à l'issue du confinement, puisque là, on a eu beaucoup plus de temps pour préparer les choses de manière extrêmement stricte. Mais on avait effectivement déjà commencé à limiter, à mettre des gestes barrières, à limiter les serrages de main, enfin tout ce qui était un peu amorcé à travers ce qu'on observait ailleurs. On a commencé à le mettre en place très vite sur nos ateliers. D'ailleurs, on n'a pas eu un seul cas de Covid dans nos ateliers. D'accord. Ok. Bon, donc ça, on va dire pour le groupe Buffet Crampon. J'imagine qu'au sein de la chambre syndicale, ça a dû travailler aussi beaucoup, parce que j'imagine que vos adhérents ont dû forcément se tourner vers vous, peut-être pour y trouver des solutions, ou en tout cas des sujets de réflexion, à travers les groupes de travail, notamment, dont vous avez parlé tout à l'heure, pour essayer de pallier, tant que faire se peut, à cette situation un peu spécifique. Alors, parlez-moi de ce qui s'est passé au sein de la chambre syndicale. Alors, la chambre syndicale, effectivement, est restée assez active parce que d'abord, les entreprises, enfin, Buffet Crampon ou les différentes grosses entreprises, elles continuaient à surveiller ce qui se passait et à prendre des mesures, donc avaient accès à la formation, d'autres également. Mais donc, assez rapidement, on a pu communiquer sur les mesures d'aide, comment formuler des choses pour le chômage partiel, pour la situation vis-à-vis des banques. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été, je dirais, mises à disposition, échangées. On est venu en support de ceux qui en avaient besoin. Donc ça, c'était vraiment le tout début. Et ensuite, on a rapidement travaillé sur le redémarrage, en échangeant entre nous et en faisant partager aux adhérents les mesures nécessaires pour redémarrer les ateliers, donc tous les gestes barrières demandés par le gouvernement de manière générale, mais comment ça s'applique à notre activité dans un premier temps. Et ensuite, un gros travail a été fait. Donc, on a lancé un projet avec 3 axes. Le premier axe, c'était la rédaction de fiches de bonne conduite, enfin de conduite pour le redémarrage dans les magasins et dans les ateliers, dans les showrooms, dans les expositions, de manière générale dans un premier temps, puis avec des protocoles de désinfection par famille d'instruments. Donc, on a mobilisé des ressources importantes dans les différentes sociétés, et Buffet Crampon y a contribué de manière assez importante également pour structurer ces fiches de bonnes pratiques dans les magasins, à tel point que
ces fiches de bonne pratique ont été également traduites en anglais, en espagnol, et ont été diffusées à travers nos homologues américains, anglais, allemands, et à tel point que ces fiches que vous affichez ont été téléchargées plus de 10 000 fois depuis qu'elles ont été mises à disposition, et y compris dans des pays étrangers, avec un accueil très favorable et très positif dans pas mal de pays. Notamment quelques mentions spéciales du NAM Show, enfin du NAM et de la MIA, qui est l'équivalent de la CCFI en Angleterre. Donc on sort ces jours-ci le dernier volet qui était les instruments avant, qui était plus complexe parce que beaucoup plus variés dans leur type de protocole à définir. Mais ce travail a été fait, a été mené de manière collective avec l'ensemble des membres de la CCFI qui faisaient partie des commissions. Le deuxième projet que l'on est en cours de travail, c'est de faire qualifier ces protocoles par des laboratoires scientifiques pour valider l'efficacité contre le virus de ces protocoles. Là, aujourd'hui, on a des présomptions fortes que ces protocoles sont efficaces contre le virus, puisqu'on a, sur la base de nos échanges avec ce laboratoire de virologie, ce qu'on a défini, ne détruit pas les instruments, ne les endommage pas et a de fortes présomptions d'être efficace contre le virus. Mais ce que l'on veut apporter la preuve maintenant, c'est d'avoir la preuve formelle que, une fois ce protocole réalisé sur un saxophone, une clarinette ou une trompette, on a détruit suffisamment de virus pour que l'instrument ne soit plus dangereux par la suite. D'ailleurs, je rebondis là-dessus et j'aurais une question concernant ça. C'est l'idée, le préjugé peut-être que les gens peuvent se faire sur le fait que la pratique de cet instrument peut facilement engendrer la transmission du virus. Alors ça, c'est le troisième volet de notre travail au sein de la CCFI, c'est de participer, parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été lancés internationalement, c'est de participer à la démonstration que les instruments avant ne sont pas plus dangereux qu'un instrument à cordes dans la propagation du virus. Donc, il y a eu il y a 2-3 mois, tout le monde pensait qu'en soufflant dans une trompette, le Covid allait se propager partout. Donc, aujourd'hui, les gens ont quand même fait un peu de travail de réflexion supplémentaire. Et on sait aujourd'hui, on a démontré par des vidéos ou par des études de mécanique des fluides que c'est absolument pas le cas, que quand vous soufflez dans une trompette, vous mettez une bougie devant votre trompette, la bougie, elle ne bouge pas d'un millimètre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de flux d'air qui sort de la trompette. C'est également vrai de la clarinette, c'est vrai du saxophone. L'instrument avant n'est qu'une caisse de résonance d'une vibration qui est faite soit par une hanche, soit par les lèvres. C'est bien. Excusez-moi, je rebondis parce que c'est quand même une information importante. Je pense que vous demandez à un kidam à 80, voilà, vous prenez 10 personnes du public, vous leur dites je mets une bougie devant un instrument avant, l'instrumentiste se met à jouer, est-ce que la bougie va s'éteindre? Je pense que 9 personnes sur 10 pensent que la bougie va s'éteindre. Donc c'est quand même ce que vous dites là, je pense, est très important en termes d'image, notamment pour la propagation du virus. Exactement. Donc c'est assez contre-intuitif, je suis d'accord avec vous, et c'est pourquoi on a justement fait ce travail de rationalisation. Et donc là, ça c'est le troisième volet, on est en train de travailler avec des laboratoires de mécanique des fluides, de simulation numérique, de propagation dans des espaces de type salle de concert, pour démontrer que non, un instrument avant ne propage pas le virus plus qu'un autre. Et la portée des aérosols ou des gouttelettes, dans le pire des cas, le seul instrument sur lequel il y a un petit peu plus de flux, c'est la flûte traversière, mais ça ne dépasse pas 1,50 m, ce qui est la distance normale de quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui… c'est même inférieur à quelqu'un qui tousserait ou qui parlerait fort. Donc,
l'émission d'aérosols ou de gouttelettes est vraiment très limitée, mais encore faut-il le démontrer scientifiquement. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, la CCFI travaille avec notamment les forces musicales, qui est l'équivalent de la CCFI pour les orchestres français, puisque eux également ont cette question, cette problématique. Comment organiser les prestations des orchestres? Faut-il mettre les instruments avant dans un coin, les espacer de 3 mètres ou 4 mètres, comme on pouvait le lire dans certaines études au début, ou alors peut-on travailler de manière normale avec les instruments avant? Et c'est un travail en commun que l'on mène avec eux et ces laboratoires que j'indique pour justement rassurer et expliquer à ceux qui font les choix de règles de fonctionnement que l'instrument avant n'est pas dangereux plus qu'autre chose. Je rebondis sur une chose que vous disiez, vous cherchez à faire valider l'objet de vos recherches et de les faire certifier quelque part, si j'ai bien compris le terme que vous avez utilisé. Quel est l'objectif de cette certification? C'est qu'il n'y ait plus aucun doute sur le sujet. C'est-à-dire quand on prend, là par exemple, ce qu'on va faire avec ce laboratoire pour la partie désinfection, on va prendre une clarinette par exemple, on va mettre du virus à l'intérieur de la clarinette, donc en des points très particuliers. On va faire notre protocole de désinfection, c'est-à-dire passer vraisemblablement un écouvillon un certain nombre de fois qu'on est en train de définir à travers la clarinette pour éliminer mécaniquement et chimiquement le virus. Ensuite, on va reprendre la clarinette, on va reprendre les points où on a déposé le virus, le remettre dans une culture pour voir si le virus se redéveloppe et démontrer qu'entre avant et après, eh bien, il y a une différence de peut-être pas d'1 million à 0, mais en tout cas une très forte différence, une très forte efficacité du protocole. Donc, et ça, c'est nécessaire pour rassurer tout le monde. Comme on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, les musiciens choisissent les instruments en essayant plusieurs les uns à la suite des autres. Et donc, évidemment, souffler dans un instrument de quelqu'un qui vient de souffler et qui aurait peut-être le Covid est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc, soit on attend, après un premier essai, une période de quarantaine, mais qui peut aller jusqu'à 10 jours, et c'est absolument difficile à gérer, ou alors on a un protocole qui nous garantit que, en le réalisant de manière simple, avec vraiment des choses qu'on trouve dans le commerce, on peut passer au deuxième essai assez rapidement. D'accord. Donc, gros travail. Là, en l'occurrence, voilà, énorme travail. Pendant le confinement. Donc, des études qui sont toujours en cours. C'est un travail qui continue et qui, malgré le déconfinement, j'imagine, va encore prendre un certain temps. Est-ce que vous vous êtes fixé un délai, un échéance? On essaye d'avoir l'ensemble des résultats démontrés et avec les publications des éventuels laboratoires pour la rentrée, en espérant avoir certains résultats dès le mois de juillet, mais d'être prêt en tout cas au mois de septembre pour pouvoir rassurer l'ensemble du marché sur la non-nocivité, en tout cas, ou l'utilisation de protocoles qui sécurisent la pratique et les essais de nos instruments. Donc, septembre devrait être notre objectif. D'accord. Au-delà de ce travail important qui était mis par la Chambre syndicale, est-ce que justement cette masse de travail a focalisé l'ensemble des ressources et des forces vives de la Chambre et que du coup vous vous êtes appelé à ça et arrêté tout le reste? Ou est-ce que vous avez d'autres travaux en parallèle? Est-ce que d'autres activités, d'autres commissions continuent quand même à travailler sur d'autres thématiques? Alors, une grosse partie a été consacrée évidemment à ces sujets-là, puisque c'est très consommateur de temps. En plus, il faut avoir une approche très collective. Il suffit. Un des dangers, c'est qu'un fabricant d'instruments dise il faut faire comme ci, et un autre dise il faut faire comme ça. Du coup, sur le marché, ça crée une confusion et à la fin, on ne sait plus qui croire et le message est complètement contre-productif. Donc, il a fallu travailler ensemble pour aligner un peu tous ces protocoles pour définir les protocoles communs. Donc ça a effectivement mobilisé beaucoup de ressources. Néanmoins, la Chambre syndicale a fait une opération annuelle qui s'appelle Oser la musique, qui consiste à
à fédérer l'ensemble des magasins pour faire des portes ouvertes dans les magasins, pour faire des essais d'instruments, pour faire côtoyer des gens qui ne connaissent pas la musique, leur faire essayer de jouer sur une guitare, sur un piano, sur un saxophone, pour mettre le pied à l'étrier sur la musique et animer comme ça un peu le réseau afin d'essayer de convaincre plus de personnes que la musique, c'est quelque chose d'accessible et c'est pas quelque chose où il faut faire 40 ans de solfège avant de démarrer le piano. Donc ça, c'est une initiative qu'on a maintenue malgré les difficultés actuelles. Donc on essaie de faire ça de manière à peu près synchrone avec la fête de la musique. Donc c'est toujours autour du 21 juin. Donc là, en l'occurrence, c'est le 20 juin. Donc évidemment, c'était un peu plus difficile cette année, mais néanmoins, on a continué ces travaux, même si il est vrai qu'une grande partie était consacrée d'abord aux travaux qui tournent autour du Covid. Alors, donc un gros travail de la Chambre syndicale de facture instrumentale pour ce Covid. Alors, pour passer à la troisième partie de notre entretien, on va parler donc de l'après. Et la première question que j'ai envie de vous poser, si vous êtes en mesure de pouvoir mesurer ça, c'est selon vous, à la fois pour le groupe Buffet Crampon et ses 12 marques, à la fois comme représentant de la Chambre syndicale de facture instrumentale que vous êtes, les conséquences de cet arrêt d'activité pendant les 3 mois qui viennent de passer, 3-4 mois on va dire, pour cette période de crise due au Covid. Selon vous, quelles vont être les conséquences de cette période? Alors, les conséquences sont énormes parce qu'on a quasiment tout arrêté pendant plusieurs mois. Donc, en termes de fragilité financière de pas mal de structures, notamment soit les revendeurs, soit les artisans, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Donc, j'espère que le plus grand nombre pourra résister à la crise et survivre. On est quand même un peu inquiet sur le terme un peu plus lointain que l'été. Donc, on espère que tout le monde pourra passer le cap. Néanmoins, le marché aujourd'hui reste très faible. On le voit en France, mais c'est encore plus vrai dans des pays comme le Japon, comme les États-Unis, où c'est très difficile de retrouver des volumes. Et donc, on a ce travail de prérequis à faire, de rassurer sur l'utilisation de nos instruments, de rassurer sur le redémarrage des orchestres, le redémarrage des festivals, le redémarrage des cours dans les conservatoires, dans les écoles de musique, rassurer les parents pour qu'ils mettent leurs enfants dans les écoles de musique sans crainte d'avoir des contaminations. Donc, il y a tout ce travail qui est important à faire. Beaucoup de musiciens ont perdu du pouvoir d'achat pendant la période de confinement, puisque même si on est musicien d'orchestre ou professeur, qu'on a un salaire qui peut être mensuel, souvent les musiciens vivent aussi de compléments d'activités, soit en donnant des cours particuliers, soit en faisant des concerts spécifiques, etc. Donc, tous ces revenus supplémentaires n'ont pas pu exister pendant la période, ce qui fait que le niveau de la propension à acheter des nouveaux instruments est relativement… Enfin, on est inquiet en tout cas sur ce sujet-là. Donc, on a fait des démarches au sein de la CCFI, on a écrit des mesures souhaitées pour inciter les gens à racheter des instruments, faciliter les redémarrages, des mesures d'accompagnement pour la filière qu'on a formalisées, qu'on a envoyées aux différentes parties prenantes. Mais il est vrai que sans mesures d'accompagnement spécifiques, ça sera difficile. Et le marché de la culture en général, des spectacles en général, est quand même assez fortement touché par la crise. Peut-être pas autant que les restaurants, mais pratiquement… aujourd'hui, peut-être davantage que les restaurants. Et donc, c'est quand même un sujet de préoccupation majeur. Oui, bien sûr. Évidemment. D'ailleurs, j'allais vous poser cette question concernant la Chambre syndicale. Au vu du travail que vous avez fait et des démarches dont vous venez de me parler, avez-vous fait des démarches auprès des instances
gouvernementales, pour être clair, pour vous faire entendre, pour essayer d'accélérer les choses, peut-être les accompagner, peut-être les conseiller en tant qu'experts en la matière sur la pratique instrumentale et notamment avec les études que vous avez réalisées et ce qui vous donne matière concrète et de vrais arguments pour essayer de faire avancer les choses. Avez-vous ces démarches auprès de la Chambre? Oui, la Chambre a été active auprès des différents ministères de tutelle, le ministère de la Culture, le ministère de l'économie et la DGE, la Direction générale des entreprises. On a également sollicité, en ce qui nous concerne, la région Île-de-France sur un certain nombre de sujets, et puis les communautés urbaines dans lesquelles sont implantées une grosse partie des sociétés, en l'occurrence celle de Mantes, mais aussi celle du Mans avec l'ITEM. Donc, on a formalisé ces mesures de soutien pour la sortie de crise qu'on a envoyées à ces différentes entités. On a d'ailleurs été partiellement écoutés, puisque le ministère de la Culture nous a aidés pour soutenir les projets que j'évoque, donc nous a aidés financièrement. On est dans le processus également, le même type de processus pour la région Île-de-France, qui nous apporte aussi un soutien. Donc, on a des écoutes de cette nature. Après, il y a évidemment un travail plus large à faire sur le redémarrage de l'économie, mais donc ces mesures-là ont été portées soit aux organismes avec qui on est en contact, soit également à travers une autre association qui s'appelle TPLM, Tout pour la musique, qui, elle, a un champ un peu plus large que la facture instrumentale, et qui a repris dans ces mesures pour le soutien de la filière de la musique en général, certains éléments de la facture instrumentale. D'accord. Alors, la transition est toute faite puisque j'allais maintenant vous poser la question concernant le groupe Buffet Crampon, mais peut-être aussi la chambre syndicale, je vous en laisse libre dans la parole. C'est tout l'aspect communication, marketing, événementiel pour être présent sur votre marché, en France comme à l'international, parce que aujourd'hui, comment se porte le marché des instruments que vous fabriquez et commercialisez face aux autres musiques? Je pense évidemment à la musique électronique et tout ce qui peut se faire sans vos instruments. Donc, pour être plus concis, devez-vous développer une grosse énergie en termes de communication, de marketing pour pallier d'autres types de musique et peut-être inciter les jeunes enfants vers la pratique de ces instruments-là? Alors, hors Covid, on ne parle pas de la situation spécifique au Covid, de manière générale. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'évolution des ventes des instruments de musique, les segments qui se développent, ce sont les musiques électroniques, ce sont les claviers, ce sont les produits qu'on peut à la fois jouer soit avec des casques ou qu'on peut jouer facilement. Et c'est vrai que les instruments avant, plus difficiles d'accès, qui sont plutôt joués dans un répertoire classique, même si on n'est pas uniquement dans le classique, font que le développement du marché se fait d'abord sur les instruments électroniques et qu'il faut continuer nos efforts pour être visible sur notre marché et donner le goût aux enfants de jouer des instruments avant. Donc, on essaie de montrer qu'une clarinette ou un saxophone, c'est pas uniquement du classique, ça peut être aussi des musiques urbaines, des musiques plus modernes. Et ça a sa place également dans d'autres types de configurations. On est plutôt dans la musique collective, alors que musique électronique est individuelle, ou alors c'est des plus petits groupes qui fonctionnent entre eux, donc c'est certes plus facile à mettre en œuvre. Mais donc on essaie de développer ça. On a quand même un fonds de commerce qui est quand même assez stable. Hein. La musique classique n'est pas en décrépitude au niveau de l'intérêt des enfants. Il y a toujours pas mal de demandes dans les conservatoires, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant et donc il faut en permanence trouver des moyens de continuer à attirer l'attention sur nos instruments qui sont peut-être moins naturellement regardés que d'autres. Et ça, effectivement, on fait pas mal de travaux marketing là-dessus. D'accord. Oui, parce que un point que vous avez souligné qui me semble important, c'est qu'effectivement, pour parler de la musique électronique, mais bon, il y en a d'autres, hein, voilà, a plutôt tendance à se faire seul, alors qu'on retrouve quand même
dans les musiques qu'on fait plus facilement avec les instruments fabriqués, des formations de groupe, que ce soit à 2, à 3, à 4, évidemment, les orchestres symphoniques pour les plus grosses formations. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est, à mon avis, un avantage non négligeable. Plutôt que d'être seul dans sa chambre à essayer de faire des choses avec un ordinateur ou je ne sais quoi, quand même, partager la musique, c'est aussi du partage, c'est aussi de l'échange, c'est aussi de la rencontre, et c'est quand même ce qu'offrent aussi vos instruments de façon originelle, je dirais, dans leur utilisation. Ah, tout à fait, oui. C'est effectivement bon, jouer de la guitare devant des amis, c'est toujours sympa et je pense que tout le monde apprécie ça. Mais être au sein d'un groupe de clarinette ou d'une harmonie du village ou un truc comme ça, c'est une expérience complètement différente avec une dimension sociale et collective qui est beaucoup plus forte que simplement jouer de la guitare. Même si jouer de la guitare, effectivement, on crée quand même un lien avec ceux qui écoutent. Mais la différence peut-être, c'est que on crée, sur des instruments avant, on crée peut-être le lien avec ceux qui jouent avec nous aussi par rapport à. Mais il faut effectivement, c'est un peu plus contraignant. C'est-à-dire qu'il faut être plusieurs pour vraiment apprécier. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, y a-t-il des musiciens, j'imagine que vous créez des liens avec des musiciens d'un certain niveau qui sont quelque part un peu les représentants de votre marque, des marques que vous commercialisez. C'est aussi une façon pour vous, j'imagine, d'être présent et de communiquer. C'est un de nos vecteurs de communication principaux, c'est-à-dire de travailler avec les grands de chaque instrument. D'abord pour, je dirais, développer les instruments. Déjà, on développe toujours les instruments avec les musiciens, on les met au point avec eux, et après on s'assure qu'ils leur plaisent bien. Et ensuite, effectivement, nos porte-paroles qui permettent de mieux faire connaître la gamme partout dans le monde. Et grâce à leur notoriété, évidemment, leur crédibilité nous aide beaucoup pour convaincre les professeurs ou les autres musiciens d'orchestre à choisir nos gammes, puisque le fait d'être associé au plus grand nom est quelque chose de tout à fait central. Ouais. Et puis c'est à la fois valorisant, à la fois pour vous, à la fois pour le musicien en question, puisqu'il peut se prétendre voilà, travailler avec votre marque et donc quelque part l'aspect qualitatif, présenter l'aspect qualitatif des instruments que vous produisez. Et puis évidemment, en termes de communication, pour les gens qui écoutent le musicien, ben voilà, c'est un triptyque, je dirais, qui doit être très efficace pour vous en termes de communication. Exactement. Ok. Alors, dernière petite question, car on est déjà à 1h15 d'entretien. Tellement c'est passionnant. Parlez-moi à la fois pour le groupe Buffet Grand Pont et puis dans un deuxième temps la chambre syndicale de l'avenir. Avez-vous des objectifs à moyen terme, à court terme, moyen terme, peut-être long terme aussi, avec, je ne sais pas, des nouveaux marchés, une évolution spécifique d'un produit, des collaborations à venir? Quels sont vos projets à venir? Alors bon, déjà à court terme, c'est de reprendre l'activité, de convaincre, de redémarrer dans une situation à peu près acceptable. D'ici le début de l'année prochaine, c'est de revenir à un niveau qui soit le plus proche possible de celui qu'on avait connu avant la crise Covid, ce qui est loin d'être gagné objectivement. Aujourd'hui, on n'est pas du tout optimiste dans cette direction-là, mais c'est un objectif que l'on se fixe de revenir le plus vite possible avec un niveau d'activité suffisant pour nous permettre de… Le plus vite possible, vous avez un délai? Ben, nous, on espère retrouver un niveau pré-crise en 2022. En 2021, on pense que ce sera encore une année de transition. Ah oui. Et en 2022, on pense on peut commencer à retrouver les grands paramètres de ce qu'on a vécu jusqu'avant la crise. Bon, si ça arrive plus tôt, on sera évidemment ravis et on va tout faire pour y arriver. Mais c'est vrai que vu l'onde de choc que ça a généré, on reste assez prudent. Et quand on voit la vitesse de redémarrage de certains marchés, certaines activités dans le monde, on voit que il ne faut pas être trop optimiste à trop court terme. Bon, ça, c'est le
c'est nos objectifs, je dirais, courants. Après, lancer des nouveaux produits, Buffet Crampon, la politique générale depuis toujours, on va dire, c'est de faire des innovations, de lancer des nouveaux produits, d'avoir une politique de renouvellement de gamme assez forte. La clarinette qui a été inventée en 1825, c'est toujours la même quand on la regarde de loin, mais en fait, on sort quasiment tous les ans un nouveau modèle avec des sonorités différentes, avec des niveaux de prestations qui sont ajustés et avec toujours, je dirais, le soutien de nos artistes. Et donc, cette démarche d'innovation ou de renouvellement de gamme est un élément important. On le fait pour la clarinette, mais on le fait aussi pour l'ensemble des instruments. On a sorti une nouvelle trompette au NAMM Show au mois de janvier. En permanence, il y a des projets. On n'exclut pas d'avoir des choses plus novatrices dans le futur sur lesquelles on travaille. Mais effectivement, c'est une des manières aussi de dynamiser les marchés que de proposer des nouveautés et d'offrir des choses un peu nouvelles à nos clients. D'accord. Voilà. Ok. Je vous laisse basculer sur la chambre syndicale. À la chambre syndicale, aujourd'hui, on est très mobilisé par la fin des projets que j'évoquais tout à l'heure, pour véritablement, je dirais, établir les conditions de reprise, à la fois techniques et sanitaires. On travaille de manière assez proche avec l'association américaine qui s'appelle le NAMM, puisque eux aussi ont des démarches parallèles. Donc l'idée, c'est aussi d'échanger sur les résultats que eux auront. Ils font notamment un essai au Colorado en ce moment, un peu plus ambitieux que le nôtre en termes de budget, mais qui est inspiré des mêmes paramètres. Donc voilà, donc c'est vraiment de capitaliser là-dessus et puis de regarder après, peut-être retrouver une dynamique plus offensive sur la pratique instrumentale, parce que jusqu'à maintenant on a pris la vague de la CITES, où on s'est beaucoup mobilisé. Maintenant, on est sur Covid, où on se mobilise beaucoup. L'étape d'après, ça sera sans doute de regarder comment favoriser encore davantage la pratique instrumentale et regarder des initiatives qui peuvent aller dans cette direction, notamment à l'école, où il y avait des initiatives, il y a des initiatives qui existent. Regardez comment est-ce qu'on peut contribuer dans ces initiatives et éventuellement pousser notre projet de Oser la musique de manière un peu plus ambitieuse pour les années qui suivent. D'accord. Il y a du pain sur la planche. D'accord. Je crois que vous n'allez encore pas vous ennuyer dans les semaines et dans les mois à venir. C'est pas prévu. C'était déjà pas le cas. Allez, pour finir, je vais vous demander, pour terminer cet entretien de Culture & Co, de répondre sans réfléchir à 10 petites questions rapides. Et ça clôturera notre entretien d'aujourd'hui. Et je vais commencer par thé ou café? Un café. Je m'en doutais. Du soir ou du matin? Plutôt du matin. Les Beatles ou les Rolling Stones? Difficile à dire, là. Les deux. On peut dire les deux ou... Vous pouvez. Les deux. Bon. Miles Davis, je vais vous citer aussi des Béchettes. Allez. Plutôt Miles Davis. Ok. Vous êtes plutôt série ou plutôt film? Comme tout le monde, je pense que j'ai fait une transition. J'étais plutôt film, maintenant je suis plutôt série. Oui. Plutôt beurre ou plutôt margarine? Carrément beurre. Ok. La mer ou la piscine? La mer. Brad Pitt ou Alain Delon? Brad Pitt. Et pour finir, Culture & Co ou Vivement Dimanche? Culture & Co. Je me suis dit, il y en a bien un qui va me dire Vivement Dimanche un jour. Ça n'a pas été le cas. Je crois que j'ai fait 45 émissions. J'ai eu 45 Culture & Co. Bon, voilà. Merci. Je connais Culture & Co, je ne connais pas Vivement Dimanche. Bon, merci à vous, Jérôme Perrault, d'avoir accepté de participer à Culture & Co. J'étais content vraiment de m'entretenir avec vous. Comme je vous l'avais dit, je m'étais déjà entretenu avec 2 adhérents de la chambre syndicale qui m'avaient donné goût, en fait, aux côtés chambre syndicale.
les regroupements de structures voilà, dans le cadre de la fabrication d'instruments. Mais j'étais évidemment heureux de découvrir votre groupe Buffet Crampon et toutes les marques que vous représentez aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle à ceux qui suivent que la semaine prochaine sera notre dernière semaine pour cette saison, qu'ils nous retrouveront tous les jours à 14h sur Facebook de lundi à vendredi, et que vendredi sera bien la dernière émission de la saison. Jérôme Perrault, je vous souhaite une bonne continuation dans vos diverses activités. Je vous souhaite bon courage. Je pense que vous avez vraiment de quoi faire pour les semaines et les mois à venir. Et puis, je vous dis pourquoi pas à très bientôt et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.